Et il est 8h04, tout de suite les invités sont en place. Fethia Laouni est prête, on fait entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethia Laouni. C'est aujourd'hui que s'ouvre le ciel, le salon international de l'édition et du livre de Casablanca cette année. Comme nous vous l'annoncions déjà hier, l'Afrique est à l'honneur. Plus d'une dizaine de ministres de la culture en provenance d'Angola, Congo, Gabon, Tchad ou encore du Rwanda seront présents. Cette 23e édition réunira pas moins de 700 éditeurs, de très nombreux auteurs et au total 100 000 titres à découvrir par les visiteurs. Outre les livres, le ciel chaque année prévoit aussi de très nombreuses rencontres, des signatures, des débats et des conférences. Nous allons en parler dans un instant avec les débats du Conseil national des droits de l'homme. Nous recevrons tout à l'heure le président du CNDH, Driss Yazami, qui sera face à deux jeunes. Abdelrani Reda, qui a 21 ans, président d'Enactus à Casablanca, vice-président d'Enactus à Casablanca. Nous recevrons aussi une autre jeune, Widat Sami Helwafi, qui a 20 ans. Elle est à la faculté des sciences de Ain Choc. Mais juste avant, nous avons le plaisir de recevoir une auteure qui nous arrive de bien loin. Elle a atterri hier soir à Casablanca. Une auteure tchèque, Lenka Ernekova Sivad. J'espère que j'écorche pas votre nom. Non, ça va très bien. Merci, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et parce que nous parlons de jeunes, en particulier ce matin, et vous, votre livre a été récompensé par le prix Renaudot des lycéens. C'était l'année dernière. Et le français a une place particulière pour vous. Exactement, donc je suis d'origine tchèque, mais ça fait une vingtaine d'années que je vis en France et ce roman, c'est mon premier roman écrit directement en français. Donc c'est vrai que c'est une très belle aventure et les jeunes l'ont consacré au mon grand bonheur. Oui. Alors ce livre, ce sont les giboulées de soleil. Alors ça promet plein de choses. Alors pour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin et ceux qui vont se rendre au Salon du Livre, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors oui, c'est un roman qui me tient évidemment particulièrement à cœur, puisque donc le premier est écrit dans ma langue d'adoption, mais sur mon pays de naissance, qui fait grand partie, qui est un personnage important de ce roman. Mais il y a 4 autres personnages majeurs, c'est des femmes de mère en fille, en grand-mère, arrière-grand-mère, ou donc arrière-petite-fille. Et je conte leur histoire sur les 2 axes. D'abord, donc, l'axe éminemment historique, l'histoire avec le grand âge de Tchécoslovaquie, et l'histoire de cette saga familiale, de ces relations très intimes qui peuvent naître entre les mères et les filles, les grands-mères, les petites-filles, et ainsi de suite. Est-ce que on peut dire que c'est une visite guidée pour découvrir votre pays ? En partie, oui, parce que je pense qu'on peut lire ce roman comme une invitation à se rendre peut-être dans ce coin qui n'est pas forcément très connu ici, mais il ne l'est pas pour beaucoup, même en France. Et donc, moi, ça m'avait fait un énorme plaisir. C'était probablement un besoin, évidemment, de écrire, de parler dans mon premier roman justement de mon pays, d'où je viens, mais à travers une histoire avec le H majuscule, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous permet de regarder avec une certaine distance et en même temps donc des relations familiales, où là on parle de l'universel. Enfin, plus c'est intime, plus c'est universel évidemment, parce que chacun a sa mère et puis chacun espère un jour d'être un parent. Donc, voilà. C'était important pour vous de parler de la Tchécoslovaquie, mais justement dans la langue française, vous vous êtes dit peut-être c'est une porte ouverte pour parler de mon pays ? C'était un tout pour moi, parce que j'ai appris français étant adulte. Quand je suis arrivée une vingtaine d'années en France, je ne parlais pas français. Donc c'est une langue que je possède petit à petit et de mieux en mieux, je pense. Mais étant adulte, donc c'est une langue de maturité, de réflexion, on va dire. La langue maternelle, c'est une langue de toucher, c'est une langue des premières références, quelque chose de très intime, justement. Et c'est vrai que le français était... cette adoption a fait que j'ai voulu... j'étais complète à ce moment-là, vous voyez. J'arrive dans un pays et une certaine renaissance à travers la langue fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et tchèque et française à la fois. Et donc ce livre, c'est aussi et tchèque et français quelque part. Parce que le sujet est tchèque et la langue est française. Et la langue est française. Et d'ailleurs, vous avez dit, le français m'a permis de dire ce qui était indicible, pas palpable dans ma langue maternelle.
Oui, c'est une distance que vous donne une autre langue. Vous pouvez parler de certains sujets d'une autre manière. Et puis aussi, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout à fait la même morale dans une autre langue parce qu'on peut aborder certains sujets plus facilement quand on emploie les mots qui sont un peu dénudés, justement, dénués des premières références ou des codes moraux qu'on vous apprend dans la famille. Et au contraire, il y a d'autres sujets qu'on a un plaisir d'aborder que dans sa langue maternelle parce que c'est là où on en parle le mieux et qui sont le plus chaleureux ou plus justement exprimés. Donc oui, si j'avais écrit en tchèque, ce roman, il aurait été tout autre, il aurait été différent, ça aurait été un autre livre. Oui, je l'ai traduit en tchèque et je sais qu'il serait différent. Alors, pourquoi ce livre a touché en particulier les jeunes? Parce que le prix Renaudot des lycéens, à votre avis, en tant qu'auteur? Je saurais pas vraiment parler à leur place, mais en tout cas, je suis très honorée par leur choix et je suis extrêmement touchée aussi par leur courage parce qu'ils sont allés vers vers l'histoire d'un pays qu'ils connaissent pas très bien et vers une histoire qui n'est pas tout à fait, c'est pas toujours tendre, c'est des moments très durs, difficiles, mais je pense que ce qui les a touchés, c'est ce côté justement universel de relations familiales, de transmission, de l'amour, aussi des générations, des rencontres avec les générations, différentes situations difficiles, dures, violentes parfois. Et je les ai trouvés extrêmement ouverts et très curieux. Voilà, je pense que la jeunesse est impertinente et curieuse, et ça c'est très beau. Parce que c'est très étonnant que des jeunes, justement, donnent un prix pour déjà un auteur étranger, et qui plus est, c'est pas spécialement un livre sur la jeunesse, Les Giboulées de Soleil, c'est quand même un drame familial. Oui, même si les voix qui parlent, à chaque fois, sont quand même des jeunes femmes, ou même les jeunes filles, assez jeunes d'ailleurs, parce que c'est trois personnages, trois parties qui parlent, donc c'est trois fois je. On est au plus près de chaque personnage, de chaque vie, de chacune qui compte. Et on est dans leur jeunesse, on est dans leur espoir, on est dans leur envie de faire, de réaliser des rêves. Et puis évidemment, il arrive des choses pas toujours très sympathiques, voilà, d'où le drame. Mais c'est peut-être ça, c'était peut-être ces voix-là ont su réveiller ou correspondu à quelque chose dans cette jeunesse-là aussi. Chacun, justement, à un moment, il y a des rêves qu'on a envie de réaliser, on a envie d'aller en avant. Et parfois, la grande histoire, justement, ou le contexte ne nous permet pas. Et en tout cas, mes héroïnes ont pu se reposer sur l'amour filial. Eh ben oui, c'est important parce qu'il y a ce rôle il y a ce lien de famille dans votre livre. Vous êtes allé à la rencontre des jeunes? Oui, je les ai rencontrés. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur votre livre? Je crois qu'ils ont. Qu'est-ce qui les a marqués en premier lieu? Je crois une certaine franchise et une spontanéité, probablement dans la langue, déjà dans l'écriture. Et sous l'apparente simplicité de la langue, qui n'est effectivement pas sophistiquée, parce que ne correspondaient pas. C'est mes personnages qui sont comme ça, très simples, très spontanés, extrêmement dans le présent et à la recherche de la justesse de ce qu'ils expriment. Et je pense que cette justesse-là les a séduits et leur avait parlé. Et peut-être aussi certaines situations difficiles qu'on peut surmonter tout en étant entourés, et probablement les moments où ils sont obligés de faire des choix. Et ils se rendent compte que chacun a des moments importants dans la vie où on est obligé de faire les choix. On ne se sent pas seul à ce moment-là, puisqu'on se rend compte que tout le monde en est là. Voilà. Alors je rappelle Lenka Ernokova-Sivad avec son livre Giboulées du Soleil. Il est arrivé de Tchécoslovaquie hier soir. Vous serez, et les auditeurs qui nous écoutent ce matin, vous serez à la rencontre de votre public et de vos lecteurs au Salon du Livre à partir de demain. Et c'est important que vous soyez là ce matin parce que justement nous allons parler de la place des jeunes avec nos invités qui sont avec nous déjà en studio. Je vous le disais, outre les livres, le ciel chaque année prévoit aussi de très nombreuses rencontres, des signatures, des débats et des conférences. Le Conseil national des droits de l'homme y est présent chaque année et proposera sur son stand, comme en son habitude, un espace de dialogue. Après le droit des femmes, des enfants, l'handicap, le thème choisi cette année est justement la problématique de la jeunesse. Les jeunes au Maroc représentent plus de 34% de la population, mais la parole ne leur est pas suffisamment donnée. Vous me contredirez peut-être. À quoi sont-ils confrontés? Quelles sont leurs préoccupations majeures? Quelles sont leurs attentes? L'enseignement
l'environnement, le marché de l'emploi, la lutte contre la tentation de la consommation de drogue, l'abandon, le manque d'accompagnement. Les sujets sont nombreux et divers et durant 10 jours, au Salon du Livre de Casablanca, le CNDH lancera justement des débats au grand public. Parler, écouter et surtout essayer de comprendre ensemble. Beaucoup d'intervenants. On en parle tout de suite avec le président du CNDH, Driss Yazami. Sabah al-Khair. Sabah al-Nour. Bonjour à tous les auditeurs et merci de votre invitation. Merci à vous d'être venus également avec nous ce matin. Deux jeunes qu'on avait envie que vous rencontriez ce matin. Abdelghani Reda, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Khair. Tu as 21 ans? Non, c'est 19 ans. 19 ans, encore plus. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Et vice-président? Étudiant à l'NCG de Casablanca en 2e année et vice-président de l'ENACTUS NCG Casablanca. Également avec nous une jeune femme, Widad Samih El Wafi. Tu as 20 ans, toi? Oui, moi j'ai 20 tu ans. vois, parce que, je vais préciser, c'est sur les conseils de Rizlan Gabari qui anime chaque jour Allô les jeunes, à qui j'ai demandé de l'aide pour avoir des profils de jeunes pour être avec Monsieur Yazami ce matin. Et vous êtes à la faculté des sciences de Ain Chour, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, Driss Yazami, beaucoup de débats, j'ai compté un par un, il y a 60 débats au total. Bah, oui, absolument, mais à mon avis, il aurait fallu plus. Hein. Ah bon? Bah, Déjà pas mal, 60 sur 10 jours. Non, mais écoutez, nous sommes en train de vivre au Maroc une révolution douce. Dans la société traditionnelle marocaine, on passait de l'enfance à l'âge adulte, hein, en raison du mariage précoce, de l'entrée assez rapide dans la vie active. D'ailleurs, en arabe marocain, comme en amazigh, on dit, pour qualifier un jeune, azri, c'est-à-dire célibataire. C'était le mariage qui... Et même déterminer le passage aux choses sérieuses. Absolument. C'est-à-dire alors qu'aujourd'hui, la jeunesse est une période de plus en plus longue et c'est une période en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un moment d'attente. Et non seulement l'importance démographique, vous venez de rappeler, de la jeunesse est un élément important, mais il y a un nouvel acteur qui est en train d'émerger dans la société marocaine et on n'en prend pas conscience. Mais songez que dans chaque gouvernement, on a un ministère de la jeunesse et des sports. C'est-à-dire que la question de la jeunesse est liée au sport, au loisir, alors qu'en fait, c'est une question transversale, globale, et qui n'est pas, à mon avis, assez prise en compte par la société, par l'ensemble des acteurs de la société marocaine. Donc on a besoin réellement d'une prise de conscience, et d'où ce stand, et d'où cette problématique cette année. Alors, comment vous avez choisi justement vos thématiques? Vous avez rencontré des jeunes, vous vous êtes dit, ou c'est un petit peu le constat de notre société d'aujourd'hui? Bah écoutez, sérieusement, on a un personnel au CNDH qui est très jeune, hein, je veux dire, qui est très féminisé. Quel âge? Écoutez, une moyenne, à mon avis, de 25 à 35 ans. C'est un peu, disons, une bonne partie de... Donc, les collègues ont pioché dans leurs contacts, dans leurs relations. On avait déjà travaillé sur cette question, puisqu'il y a une équipe chez nous qui travaille sur la question de l'enfance et de la jeunesse. Et puis, on a sollicité aussi les amis. On s'est appuyé aussi un peu sur ce qui s'est passé à la COP 22 à Marrakech, où les jeunes étaient très, très présents d'ailleurs, dans Enactus, notamment, mais plein d'associations qui avaient été très actives à Marrakech. Alors, il y a de très nombreux thèmes qui ont été choisis avec de très nombreux intervenants. Je vais m'adresser à nos deux jeunes et leur demander à eux, déjà, avant de rentrer en détail sur le programme du CNDH lors de ce salon, la préoccupation majeure, vous, en tant que jeune, ce serait quoi ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Abdelghani. D'accord. Donc, par rapport à la préoccupation des jeunes aujourd'hui, ça s'étale principalement sur tout ce qui est en relation avec le mode d'emploi. Ouais, le marché de l'emploi. Oui, le marché d'emploi. Donc, normalement, on trouve toujours un grand problème et un grand défi par rapport à la pénétration du marché du travail pour les gens. Essentiellement dû à multiples problèmes. L'éducation, l'intégration sociale et familiale. Et je disais comme quoi que exactement, c'est quelque chose qui c'est pas lié aujourd'hui, c'est pas commencé aujourd'hui, mais que c'est quelque chose dès notre enfance. Ce sont des problèmes qu'on constate qui sont récurrents, qui reviennent tout le temps en fait. Oui, tout le temps.
Et je dis que c'est pas seulement donc ici au Maroc, c'est Excuse-moi de t'interrompre. Quand tu dis accompagnement social, c'est quoi exactement? À quoi tu fais, vous parlez du marché de l'emploi et l'accompagnement social. C'est-à-dire pour ces jeunes, il n'y a pas d'accompagnement du tout en réalité, c'est ça? c'est pas de l'accompagnement social, mais c'est La préparation. La préparation pour le tout monde ça. du travail. Alors, on va demander à Driss Yazami, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu lors des débats et des discussions ouvertes? Je crois qu'il y a quelque chose justement Non, mais sur il y le a, marché il y de a- il y a l'emploi. des débats sur la question de l'emploi, mais il faut se rendre compte d'une. C'est pour ça que véritablement on est en train de vivre des révolutions douces et invisibles peut-être. Nous sommes rentrés depuis plusieurs années maintenant dans une phase que les scientifiques appellent la transition démographique. D'un mot, ça veut dire que les Marocaines font de moins en moins d'enfants. Et nous sommes en train d'accueillir le baby boom marocain des décennies précédentes. Et durant les 20 prochaines années, chaque année, nous devons accueillir sur le marché de l'emploi 200 000 jeunes, chaque année. Et grosso modo, on crée entre 80 et 120 000 emplois. Et donc, il y a une partie des jeunes qui restent sur le carreau, et les autres sont accueillis, mais ne sont pas toujours entendus. On peut, et à mon avis, c'est ça que j'entends dans ce que dit Abdelghani. L'idée, c'est pas simplement de donner un emploi à quelqu'un et de penser que les problèmes sont réglés. Oui. C'est d'être entendu au sens global. On va parler, par exemple, du suicide. Il y a un débat sur le suicide. Il y a un autre débat sur l'usage des Des drogues, drogues. par exemple. Mais aussi, en même temps, on va donner la parole à ceux qui créent, qui sont actifs, qui font des choses dans la musique, dans la culture, dans l'action sociale ou dans le développement. Donc, l'idée, c'est d'entendre ce qui est en train de se dire, les transformations, les aspirations, les attentes. À mon avis, les enfants ne sont pas. Déjà, Abdelghani a parlé de l'enfance. On n'est pas entendu lorsqu'on est enfant. On est en train. On va en parler en deuxième partie avec Oui. ce qui s'est passé justement et cet accord qui a été passé entre le CNDH et l'UNICEF. Si vous me le permettez, Driss, je vais te poser un petit peu la même question à Widad. Préoccupation, vous êtes jeune, vous avez 20 ans. Votre préoccupation majeure, Widad, c'est quoi? Alors, moi, contrairement à Abdelghani, je pense que la préoccupation majeure, c'est pas surtout l'emploi. Alors, quand on est jeune, la plupart du temps, les jeunes sont en train de faire des études. Donc, l'emploi, c'est un peu loin quand même. Après un cursus de 3 ans à 5 ans, on ne va pas faire que des études. Alors, en parallèle, on fait, personnellement, je représente aujourd'hui l'équipe JLM de la faculté des sciences et choc, des jeunes leaders marocains. Alors, ce qu'on fait, c'est de l'entrepreneuriat social. Alors, le problème qu'on rencontre, c'est le manque d'implication. Alors, aujourd'hui, dans la société marocaine, le jeune est toujours vu comme étant un enfant, comme étant, comme a dit M. Yazami, une personne beaucoup plus... Voilà, exactement. Une personne beaucoup plus attirée par tout ce qui est loisirs, tout ce qui est sport. On nous voit très rarement impliqués dans tout ce qui est politique, tout ce qui est avis social. Quand il y a vraiment quelque chose dans le Maroc, on ne demande jamais l'avis des jeunes. Je donne l'exemple juste des élections, par exemple. Le taux des jeunes qui participent à l'élection, il est vraiment très faible par rapport à d'autres pays européens, par exemple. Driss? Il y a un autre mot-clé qui va revenir, en tout cas chez nous, et je pense que ça vient d'être confirmé, c'est cette envie de participer. Écoutez, si vous écoutez, par exemple, une bonne partie des musiques urbaines marocaines, des jeunes chanteurs marocains, ils sont en train d'exprimer en fait à travers leurs chansons, les paroles de leurs chansons, plein de revendications de participer. Et donc, on est en train de reprocher aux jeunes le fait de ne pas vouloir participer. Le problème est peut-être à renverser. Est-ce qu'on leur donne la possibilité de participer ? Très simplement, par exemple, la Constitution marocaine a prévu des organes de démocratie participative au niveau des régions et au niveau des municipalités. Est-ce que les municipalités vont mettre, les nouvelles municipalités ou les nouveaux conseils régionaux vont mettre en place ces organes de participation? Est-ce qu'ils vont écouter simplement les jeunes et s'ouvrir à leurs revendications? Donc le problème n'est pas simplement... Et à mon avis, il ne faut pas opposer les priorités. Il y a l'emploi, il y a la demande de participation, il y a la demande d'écoute, il y a la demande Ça va d'avoir... presque un petit peu ensemble dans justement la préoccupation, les attentes et les démarches. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit des jeunes,
Abdelghani a un petit peu raison, même si c'est effectivement, on n'est pas encore arrivé, mais c'est l'une des préoccupations que nous entendons le plus, c'est-à-dire qu'ils font leurs études et leur préoccupation majeure, c'est de se dire je fais des études, mais est-ce que je vais trouver un boulot à l'arrivée. Autre préoccupation qui vous viendrait spontanément comme ça, puisque vous avez la chance d'être avec le président du CNDH, de l'interpeller sur une préoccupation majeure de jeunes qui veut prendre la parole. Prenez-la, on vous la donne. Hein. Profitez-en. Alors, moi, j'aimerais savoir si les jeunes pourraient être impliqués dans tout ce qui est, par exemple, vous, aujourd'hui, vous parlez des droits de l'homme. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, nous aussi, mettre apporter un petit peu la pierre à l'édifice. Vous donner un coup de main. Non, mais écoutez, vous êtes à mon avis sérieusement en train déjà de le faire, en vous impliquant, en faisant un groupe de jeunes dans votre faculté ou à l'école comme Abdelghani à travers Enactus. Nous, ce qu'on a prévu, c'est chaque jour, une fois ou deux fois par jour, un petit créneau qui s'appelle Initiative Jeune. L'idée, c'est que les jeunes qui font des choses, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine, viennent et parlent au public du salon. Au-delà du salon, à mon avis, la question, c'est comment on peut devenir citoyen. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui toute une série de problématiques et il faut que les jeunes puissent s'exprimer. Et ce que peut faire le CNDH, c'est simplement accompagner et pas diriger, pas être une sorte de parrain. Non, on veut accompagner les jeunes, notamment à travers, par exemple, les clubs de la citoyenneté. Il y a aujourd'hui un peu plus de 2000 clubs de la citoyenneté dans les établissements scolaires marocains. Et là, par exemple, nous, on travaille avec les animateurs de ces clubs de la citoyenneté. On a fait un manuel avec l'UNESCO qui vient de sortir, qui est un manuel d'éducation aux droits de l'homme à destination des jeunes. Donc, on l'a préparé. Il est en arabe, en français. Il va être il a été imprimé, mais il va être aussi sur les réseaux sociaux. Et on forme des jeunes animateurs pour utiliser ce manuel. C'est une des manières. En plus, 2000 clubs de la citoyenneté dans les lycées marocains, c'est insuffisant. Il faudrait en créer des centaines et des centaines d'autres. Une autre manière, à mon avis, importante, en tout cas de notre point de vue, c'est de permettre la formation des acteurs associatifs. C'est pour ça qu'on est en train de mettre en place, parce que faire une association, c'est assez simple. La question, c'est comment on peut la faire vivre sur le long terme. Par exemple, est-ce qu'on gère son association de manière démocratique ? Parce que à l'intérieur. Et donc, on est en train de mettre en place à Rabat l'Institut national de formation aux droits de l'homme. Il y a ces 2 immeubles, 11 salles de formation, une résidence hôtelière. Et l'idée, c'est de lancer à partir dans 2 mois des cycles de formation pour les acteurs associatifs. Savoir comment on peut animer une association, comment on peut la faire vivre, comment, par exemple, on doit aller chercher des moyens. Par exemple, chercher de l'argent pour faire vivre une association, ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a des stratégies à apprendre pour pouvoir faire vivre une association sur la durée. Mais est-ce que, je rebondis sur la question de Wided, est-ce que des jeunes peuvent assister aux travaux que mène le CNDH en dehors de toutes les structures dont vous parlez aujourd'hui? Est-ce que, voilà, un jour, un groupe de jeunes de 10, quand vous travaillez, par exemple, sur vos rapports, parce qu'ils sont très, très nombreux et reviennent un petit peu tous les ans, je pense qu'elle a envie un petit peu de s'infiltrer. Et si c'est possible. Et vous avez d'ailleurs une question qui vous arrive d'une jeune fille alors j'ai pas vu d'où, parce que j'ai lu très très vite, désolé. Je crois de Bruxelles, de Belgique, et qui vous dit je suis à l'écoute depuis ce matin. Et je suis une jeune Marocaine résidente à l'étranger et j'aimerais savoir comment le CNDH comment peut-on nous aussi, en tant que jeunes vivant à l'étranger, interpeller le CNDH, sachant que vous êtes au plus près dans notre pays de nos préoccupations. Ici, on ne nous comprend pas. Écoutez, là il y a 2 séquences simplement, puisque cette jeune fille habite à l'étranger. On va inviter, parmi les invités, parce qu'il y a une séquence quotidienne où chaque fois on appelle un invité pour discuter avec les visiteurs du stand. Il y aura Zakir Tabi, qui est coprésidente, qui est belgo-marocaine, qui est coprésidente du Parti vert écologiste en Belgique. Il y aura aussi une autre séquence où il y a des élus locaux de belgo-marocains et franco-marocains qui vont aussi participer à un débat. Le CNDH va publier, puisqu'on parle de l'étranger, va publier une étude sur les discriminations
à l'égard des Marocains d'Europe. Mmh. C'est une étude. Joli débat. C'est une étude qui a été confiée, qui a été faite d'ailleurs par une équipe belgo-marocaine, sous la supervision du professeur Hassan Bousta, qui est un ancien sénateur marocain, mais qui est aussi un très grand sociologue. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette étude, et on va la publier en mars, et on va la présenter à Bruxelles, justement. C'est une des manières du CNDH de répondre à ce constat. On dira justement, on donnera les dates à cette jeune femme. On revient tout de suite. Oui, on est obligé de faire une petite pause parce que c'est le rendez-vous de l'information. On revient juste après pour continuer le débat. On parle des préoccupations des jeunes et on parle aussi des préoccupations de la jeunesse marocaine. Voilà, 8h30 tout de suite, l'information avec Malek Benis. Avec Fethia Laouni. Nous parlons de la jeunesse ce matin et surtout de l'ouverture, aujourd'hui l'ouverture officielle du Salon du Livre et de l'édition de Casablanca qui réserve de très nombreux rendez-vous. On parle de la jeunesse et j'aimerais revenir, Driss Yazami, sur quelque chose qui s'est passé hier. Cet accord que vous avez passé avec l'UNICEF pour justement mettre en place une plateforme pour débattre et ouvrir un véritable débat sur le droit des enfants. Alors quand on dit des enfants, ça va jusqu'à de quel âge à quel âge ? Écoutez, Suis-je une enfant, moi ? Jusqu'à 18 ans. Mais, si vous voulez, donc c'est jusqu'à 18 ans. Il y a d'ailleurs une sorte de controverse au niveau international pour savoir si... Parce qu'à partir de 15 ans, on est jeune, mais on est toujours enfant jusqu'à 18 ans. Bon, ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on va instaurer au Maroc un mécanisme national de recours pour les enfants, c'est-à-dire un mécanisme où les enfants pourront s'adresser, auquel les enfants pourront s'adresser pour dire qu'un de leurs droits essentiels a été violé. Bafoué, violé. Et donc, en fait, on se rend compte, parce qu'on a commencé à organiser avec l'UNICEF des rencontres avec les enfants pour savoir comment ils voyaient ce recours. On a fait déjà deux réunions et on va faire la 3e le 28 février prochain. Et on fait ça un peu partout au Maroc. Et c'est là où on se rend compte que les enfants, y compris les enfants, ont des choses à dire, ont des sentiments, des aspirations, des attentes, des remarques sur le monde des adultes, sur comment les adultes les regardent. Alors c'est déjà, lorsqu'on est enfant, on a des choses à dire, encore plus lorsqu'on est jeune. Donc la question de l'écoute est une question essentielle. Le deuxième droit, qui est à mon avis encore peu connu au Maroc, c'est le droit à la participation des enfants. C'est-à-dire que les enfants aussi doivent participer. Par exemple, il y a, lorsque ça arrive au Maroc comme partout, lorsqu'il y a un problème dans une famille, dans un couple, et que le couple est appelé à se séparer, est-ce que l'enfant a quelque chose à dire ou pas ? Il faudrait aussi y penser. Donc ce qui est essentiel, c'est aussi de développer ce droit à la participation, d'où ce plan d'action signé hier avec l'UNICEF, pour former nos équipes au CNDH à écouter les enfants, à écouter aussi ceux qui s'occupent des enfants, et aussi à développer ce mécanisme de recours qui doit traiter des doléances des enfants ou de ceux qui accompagnent les enfants. Et justement, à ce niveau-là, il va y avoir la formation d'ici l'année prochaine de 80 représentants de la société civile, de départements gouvernementaux, d'institutions indépendantes, et vous allez passer à 400 assez rapidement. Ce sera quoi leur rôle ? Quand vous dites former, ça veut dire former des adultes à écouter des enfants ? Entre autres, oui, bien sûr. On ne sait pas les écouter. Écoutez, leurs paroles ne comptent pas. Écoutez, déjà que le métier de parent est très compliqué, très compliqué, je pense confirme. que tous les adultes, il n'y a pas d'école. Non, on n'apprend pas. Mais est-ce que c'est le fait de ne pas écouter, justement, comme dit Driss ? Je pense que l'écoute est importante et c'est aussi de se souvenir comment on était quand on était nous les enfants et les aspirations qu'on avait probablement et donc de s'arrêter, d'être ouvert, d'être patient envers l'autre. Oui, bien sûr. Surtout qu'ils articulent très mal les enfants, donc il faut vraiment bien écouter et être concentré pour comprendre. Peut-être à un an qu'ils articulent mal, mais assez rapidement, ils articulent très très bien d'ailleurs. Donc, comment vont-ils être formés ? Mais je parle en fait sérieusement quand je dis est-ce qu'ils vont apprendre à écouter ? Moi-même, je dois peut-être être formé, donc je ne suis pas très compétent pour former les autres. L'idée étant de dire, on va être un des pays qui mettent en place un mécanisme de recours, un mécanisme de plainte. Donc il faut préparer les conditions pour que ce mécanisme de plainte puisse bien travailler. Et il va être saisi de plainte contre qui ? Ou contre des parents, ou contre des groupes d'adultes, à l'école ou dans une colonie de vacances, ou aussi de plaintes à l'égard d'institutions. Donc on veut aussi sensibiliser
les personnes qui sont dans ces institutions à cette nouvelle problématique, à cette nouvelle approche, à l'idée que un Marocain, enfin, dès son plus jeune âge, a droit à des droits. Et que donc, il faut arriver à interagir. Et on ne veut pas travailler contre les institutions, d'où cette idée de former. Oui. On veut travailler avec ces institutions. Avec elles. Avec elles, et donc c'est pour ça qu'il faut les sensibiliser. Il y a des techniques, il y a du droit, il y a aussi des modalités d'interaction avec les enfants qui vont être enseignées. Abdelghani, mais quand tu serais, les préoccupations, c'était quoi? si on t'avait dit, allez, عندك le droit là. فاش كنت صغير دونك جو بونس كو تو الموند كيفكر كيسكو جو في اتر فاش غنولي فاش غنكبر ما C'est toujours l'emploi. سي توجور en relation avec l'emploi parce que فاش كنا صغار كنا عندنا جوج لي بريوكوباسيون سي هو ان نخرج نلعب وانني نقرا باش نولي شي حاجه فاش نكبر. هادشي شي سون دي شوز اللي كنتعلموا مع والدينا افيك لونتوراج ديالنا افيك لا سوسيتي اللي كنكونوا عايشين فيها سي كو هادشي اللي كيكونوا عندنا فاش كنكونوا صغار. كنفكروا ديما شنو كنديروا دابا وشنو غادي نوليو نديروا من بعد. زعما جو مي رابيل با دو مون انفونس بزاف زعما ولكن جو بونس كو سي سا لي بريوكوباسيون اللي كانوا فاش كنا صغار. Et aujourd'hui, on essaie de les appliquer avec. Je vais juste rebondir sur un point qu'a dit monsieur les amis. Il a dit que 2000 lauréats من les écoles du Maroc, alors que qui créent jusqu'à 1000 ou 200, 2000. 120 000. Oui, d'accord. Donc, normalement, à une action CG Casablanca, nous travaillons sur ça. On fait de l'entrepreneuriat social. C'est qu'on essaie d'appliquer et activer le potentiel entrepreneurial chez les jeunes étudiants, de ne pas juste dépendre de l'État et juste chercher de travailler à un chiwahat, mais on essaie de comment se débrouiller par vos propres moyens et de mener vos initiatives et pas attendre qu'on vous tende la main ou allez, tu vas faire ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc nous travaillons pour l'instant sur tout ce qui est en relation avec l'entrepreneuriat social, tout ce qui est en relation avec la création des entreprises. Pour l'instant, à l'équipe Inaction CG Casablanca, nous avons 8 projets qui vont les réduire ou des entreprises. Faudrait peut-être les inviter, eux, hein, dans le débat. Ils y sont. Ah, vous y êtes? Parce que c'est important ce que vous dites. C'est très important. Il y a des Nexus qui sont dans le débat. Qui sont prévus justement parce que c'est important de ne pas attendre. Oui, tu avais toi aussi des préoccupations quand tu étais encore plus jeune. Moi je vais en dire une, Melbad, quand j'étais petite. Oui, bien sûr, j'avais des préoccupations. Alors, si on t'avait donné la chance de te dire, voilà, tu peux t'exprimer, tu peux Hadik, ce serait quoi? Alors, j'aurais aimé plus découvrir ce qu'il y avait autour de moi. Alors, quand on était assez jeune, genre quand on était enfant, tout ce qu'on avait à faire, c'était l'école, la maison, la télé, lire un livre peut-être. Alors, on n'avait pas vraiment droit à tout ce qu'on voit à l'étranger, l'implication des enfants. Je vais juste vous demander de mettre bien le micro devant vous, s'il vous plaît. Ouais, merci. D'accord. Alors, c'était beaucoup plus découvrir ce qu'il y a autour de moi, découvrir ce que c'était que le monde, ce que c'était que la société, voir un peu plus que ce qu'on nous montrait. Alors, un peu au dehors de tout ce qui était famille et école. Donc, c'était ça peut-être ma préoccupation principale. Lenka, quand vous étiez petite, alors, moi, si on vous avait donné le choix et l'opportunité de se dire, allez, il y a une infrastructure où je peux aller dénoncer, je peux aller parler. Bah, écoutez, moi j'ai passé mon enfance dans un régime communiste où on ne pouvait pas vraiment aller dénoncer. Donc c'était encore plus particulier, mais je retrouve tout à fait cette curiosité, la soif de savoir, de découvrir, de comprendre le monde. C'est vraiment des mots qui résonnent. Oui, je suis tout à fait
dans ce qu'elle dit, ma jeune collègue, là, parce que c'est ça. On est dans le monde, il faut qu'on nous l'explique, il faut qu'on nous le présente, et en même temps qu'on soit considéré comme la partie de ce monde. Je pense que c'est ça peut-être, la reconnaissance, que ce soit par l'emploi ou par un diplôme ou par un statut que vous êtes en train de créer là pour les enfants. Je crois que c'est ça, reconnaissance, c'est d'être dans le monde, en faire partie et agir, pouvoir agir, justement. Une fois qu'on est là, on peut faire. Mais là, il y a des choses essentielles qui sont en train d'être dites. C'est cette idée cet appétit du monde, en fait, et des autres, et de la planète, est encore plus fort aujourd'hui parce qu'on a 17 millions de Marocains sur Internet. 17 millions. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est plus de la population marocaine qui est en train de... 56% des ménages marocains aujourd'hui sont connectés. Et les enfants sont connectés. Donc, ils sont dans le monde. Et d'une certaine manière, ce monde est encore de plus en plus inaccessible. Il est proche et il est loin. Et c'est pour ça que, je veux dire, l'idée d'un gosse qui voit aujourd'hui ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, il a envie de voir. Je veux dire, lorsque vous êtes dans la famille comme ça autour de vous, vous voyez des enfants, vous dites, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je voudrais aller à Disneyland. C'est parce que je veux dire, c'est pas peut-être la meilleure chose, mais il y a cette envie. Il a envie d'aller voir Paris ou de voir Prague ou de voir le monde, de voir comment les autres vivent. Et c'est pour ça que, à mon avis, aujourd'hui, la frustration chez nos jeunes est encore plus forte qu'avant. Parce que moi, j'étais petit, puisque tu parles de notre enfance à tous. Moi, j'étais à Fès. J'avais un professeur, je me rappelle toujours de lui, qui nous disait les jeunes de Fès, derrière les murailles de Fès, il y a le monde. Ah ouais. Donc à l'époque, on avait le livre, on avait les centres culturels. Où on allait, grâce au livre, on avait cet appétit du monde. Et aujourd'hui, à mon avis, chez les jeunes, cette tension est encore plus forte. C'est vrai, je retiens le mot grâce au livre. Pour moi, c'était beaucoup la littérature aussi qui permettait justement de s'échapper de seule ouverture, parce qu'Internet... Bon, déjà, il n'y avait pas d'ouverture. Nous, on est des vieux, si tu veux. Internet n'existait pas de avant notre l'Internet, temps. Le monde n'existait pas, c'est vrai. Moi, j'ai vécu la transition vers Internet et c'était assez spectaculaire. Parce qu'il y avait le modem. Ça t'a traumatisé. Non, parce qu'il fallait couper le téléphone sur toute la maison et le modem faisait un vacarme énorme pour se connecter sur Internet. Et pour voir une photo, il fallait attendre des fois jusqu'à 2 ou 3 minutes pour que ça se télécharge. Ouais, mais tu sais, moi, du temps de mon Moyen-Âge, si tu veux, même le téléphone portable n'existait pas. Moi, mais les pigeons voyageurs, si. Moi, monsieur David Sadiami, quand j'étais petite, et ça a duré très longtemps, je voulais créer un tribunal. Vraiment, mais vraiment, au sein de ma classe, j'avais créé même un comité. Je voulais créer un tribunal. Ça a traumatisé mes parents. Ça a duré quelques années contre les profs, parce que je revendiquais le droit de vivre et d'avoir des loisirs. Parce qu'à l'école, en fait, on a très peu de temps. Avec tous les devoirs, on était amassés. Et les devoirs, on habitait loin, on habitait un petit village. Et le temps d'arriver à la maison, il était 20h. Et le temps de finir les devoirs, il était 23h. Et figurez-vous, monsieur Yazami, qu'en discutant, là, je rentre dans la vie perso, avec ma fille, qui a absolument les mêmes revendications de mère en fille. Et c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose, si vous donnez la parole aux enfants, c'est, en tout cas, je l'espère, mais je pense que c'est quelque chose qui reviendra aujourd'hui dans nos écoles. En Europe, on a pris vraiment en main cette difficulté des enfants aujourd'hui, avec énormément de devoirs à la maison. Je crois qu'en France, le devoir est fini. On ne peut plus retravailler sur des choses. Dans les pays nordiques, on voit des enfants totalement épanouis. Est-ce que vous allez aller avec l'UNICEF dans les écoles pour réécouter les enfants aussi ? Ah, écoutez, on va essayer de... Parce que parler des polémiques, des problématiques, c'est une chose, mais juste de leur vie au quotidien. Écoutez, en tout cas, ces rencontres qu'on est en train de mener à titre expérimental, de séances très longues d'une journée avec les enfants, qui sont d'ailleurs pour essayer d'apprendre nous-mêmes à écouter. Je veux dire, comme Conseil national des droits de l'homme. Puisqu'on va abriter ce mécanisme de recours, y compris on est en train de nous poser la question de l'espace, comment organiser l'espace au niveau du Conseil national des droits de l'homme et de nos commissions régionales. Donc on va y aller, mais en même temps, on ne peut pas remplacer l'ensemble des autres acteurs. C'est-à-dire que la question que vous posez, c'est celle, comment l'école aujourd'hui marocaine, au niveau de l'école primaire, comment elle agit. Moi, je crois que, sérieusement, contrairement à une idée trop répandue, les enseignants marocains font un travail extraordinaire.
Moi, je suis admiratif des instituteurs et des institutrices qui travaillent dans les campagnes. L'école marocaine a des problèmes, mais les enseignants moi, je suis très admiratif des instituteurs Et marocains. toutes les démarches qui sont faites, puisque vous parlez des zones rurales, tout ce qui est fait en Absolument. termes d'environnement, qui est vraiment à saluer dans de très 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 nombreux villages, Il y a des zones encore beaucoup reculées. oui, absolument, il y a encore beaucoup de problèmes. Et donc, c'est avec les enseignants aussi qu'il faut qu'on travaille. Nous, on ne va pas remplacer les enseignants. Nous, on est un mécanisme de recours, disons, pour les violations graves qui Ah mais arrivent. c'est grave, hein, ça touche au quotidien, c'est traumatisant, je veux vous Non, j'entends l'assurer. bien. C'est très très J'entends bien. grave, Non, mais c'est je très veux- très grave. Je veux dire que les enseignants sont aussi les premiers à accompagner, à encourager pour qu'ils fassent ce travail d'écoute. Il y a aujourd'hui 8 millions de Marocains dans le système scolaire. Donc, ce n'est pas le CNDH qui va régler toutes ces questions. Vous parliez, et ce sera le mot de la fin, vous parliez des réseaux sociaux et des jeunes. C'est une problématique que vous allez évoquer lors du salon? Écoutez, moi, à mon avis, il y a les jeunes blogueurs marocains ont un rôle essentiel. Moi, j'ai eu pour préparer ce salon, il y a 3 semaines, j'ai eu un dîner avec 7 blogueurs marocains qui sont sur YouTube, sur Twitter ou qui ont leur propre chaîne de télé sur YouTube. Et j'ai vu des garçons et des filles absolument extraordinaires. Donc, ils ont, eux, les 7 garçons et filles que j'ai rencontrés avaient 2 800 000 followers, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est avec eux aussi qu'on doit faire ce travail, et aussi avec vous, avec la presse, et avec aussi les associations de jeunes. Donc, c'est une modeste contribution, ce qu'on est en train de faire, pour cette prise de conscience, pour dire les jeunes doivent participer, et les jeunes aspirent à l'égalité. Et un mot qu'a dit Abdelghani dès le départ, à l'intégration. L'intégration, c'est ça. L'intégration sociale, c'est d'être partie prenante de toute la vie sociale à tous les niveaux, y compris la participation politique. Les débats du CNDH, c'est à suivre à partir de demain. 60 débats, plus de 60 débats au total durant 10 jours à ce salon. Je vous rappelle qu'il y aura pas moins de 700 éditeurs de très nombreux auteurs du monde entier, et notamment celle que nous recevions ce matin, Lenka Horňáková-Sivad. Et c'est compliqué votre nom. Oui, alors en tchèque, je vais vous le dire, c'est Dites. Lenka Horňáková-Sivad. Sivad, c'est le nom de mon mari français. Donc voilà, sur les accents, ça fait Horňáková. Horňáková. effectivement. Voilà. Et vous Horňáková. pourrez Bravo, très bien. découvrir. Oui, j'ai des origines. Et vous pourrez découvrir son livre Giboulé de Soleil, qui a reçu justement le prix Renaudot des lycéens. Merci beaucoup d'avoir été Merci à vous. avec nous. Merci Abdelghani. Merci à vous. Merci Widad d'avoir Merci été à avec nous. vous. Il faut y aller au débat. Hein. Il va falloir Voilà, aller. dans le allez, programme. allez, On te allez souhaite, parler. Abdelghani, de trouver un travail très vite. C'était l'invité du jour. Merci à- Idriss Yazami d'avoir été avec nous. Une dernière, très 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 vite. Le prochain rapport, il sera sur quoi? Vous savez déjà? C'est une enquête sur les valeurs des droits de l'homme dans la société marocaine. Une enquête de 2 ans dans 3500 ménages, où dans chaque ménage, on a interrogé un adulte et un adolescent sur comment les Marocains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent des droits de l'homme, comment ils voient les droits de l'homme, c'est quoi pour eux les droits de l'homme. C'est génial. prévu pour quand? Ça sort quand? Écoutez, on est dans la phase de correction, de Ah, donc revision. voilà, c'est Ça y est, proche, c'est c'est fait. très très c'est proche. fait. Et, J'ai et déjà- pourtant, dans certains ménages, l'adulte et l'adolescent. ça- Voilà, on attendra ce rapport avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup à nos invités.